J'étais un petit peu pris par le temps, je suis un petit peu essoufflée d'ailleurs aussi. Donc tout d'abord, je vais me présenter, Céline Porquet, je suis conseillère régionale Auvergne-Rhône-Alpes, conseillère municipale à Viviers, et j'ai l'honneur d'être la secrétaire départementale du Rassemblement national en Ardèche. Et à ce titre, je souhaite tout d'abord remercier l'ensemble des membres du bureau, l'ensemble des militants, sympathisants, qui se mobilisent sur le terrain afin de faire vivre notre mouvement dans notre département. Bravo à tous et merci. Alors j'ai une petite pensée pour les Thellois. Le séisme du 11 novembre a eu des conséquences dramatiques sur le territoire, notamment sur la commune du Teil, bien sûr, mais aussi sur les communes environnantes. Je pense à Viviers, Cruas, Alva-la-Romaine, Saint-Thomé et bien d'autres. Je veux leur dire que dans le cadre de mon mandat de conseillère régionale, j'ai participé à la mobilisation de la région afin qu'elle débloque des moyens financiers, administratifs, logistiques pour pouvoir aider ces personnes touchées par le séisme. Je sais que beaucoup d'entre eux vivent un quotidien difficile depuis cette date. Je sais que nombreux d'entre eux sont dans cette salle aujourd'hui. Je souhaite qu'on les applaudisse très fort. Chers amis, dans quelques semaines, vous allez devoir élire votre nouveau maire et votre nouvelle équipe municipale. Dans quelle commune voulez-vous vivre? Voilà la question à laquelle il va falloir répondre. Alors il est plutôt tendance de se dire, sans étiquette, prétextant qu'au niveau local, on ne fait pas de politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Porter une étiquette politique, c'est vous apporter la garantie de ce qui sera fait ou pas dans votre commune. Porter la flamme du Rassemblement national, c'est vous porter la garantie, vous donner la garantie de l'importance que l'on donne à la sécurité et à la tranquillité publique, à l'arrêt de l'inflation fiscale, à la promotion de nos produits locaux, de nos commerces de proximité, et bien sûr au respect de la laïcité républicaine. J'ai la chance d'être candidate sur la commune de Viviers pour ces prochaines élections, avec une liste soutenue par le Rassemblement national et la droite populaire. J'ai vraiment grand espoir que les Vivarois choisissent le renouveau local que nous incarnons. Merci. À savoir aussi que j'ai déposé la liste en préfecture hier, donc c'est voilà, c'est officialisé. Et la réunion publique pour Viviers sera donc le samedi 29 février à 18h30 au Centre culturel de Viviers. Pour la commune du Teil, nous avons la chance d'avoir aussi une candidate Rassemblement national. Alors elle n'est pas thelloise de longue date, c'est vrai, mais elle n'a pas attendu la veille des élections pour venir à notre rencontre. Elle connaît très bien les problématiques locales et elle saura y répondre. Elle est d'un dynamisme fou. Je vous demande d'applaudir Sophie Lorenzo. Bonjour à tous. Bonjour. Je vous remercie d'être présents cet après-midi à l'occasion de cette réunion publique. Avant toute chose, je voudrais avoir une pensée particulière envers toutes les personnes touchées par le séisme. Et je m'engage devant vous, si je suis élue, à faire tout mon possible pour adoucir la dureté de cette épreuve. J'entends dire d'ici et là, c'est une parachutée. Elle arrive de nulle part. Non, personne ne m'a demandé de m'installer dans la commune en vue des élections municipales. Je suis arrivée au Teil tout simplement dans le cadre de la mutation de mon mari. J'entends dire d'ici et là, elle n'est pas de chez nous. Elle ne connaît rien à la commune. Je suis de la région, je suis de Bolède. Dans ma jeunesse, je me suis installée plusieurs années sur Montélimar pour mes études. Et à l'époque, je faisais beaucoup de balades en moto sur les routes ardéchoises. Et la première ville en venant de Montélimar, c'est le Teil. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis venue me balader en ville. C'était propre, c'était fleuri, c'était vivant, c'était commerçant, c'était touristique. Alors, quelle déception quand je suis arrivée avec ma famille l'année dernière. J'ai trouvé une ville sans âme,
qui se meurt. En discutant avec les Théillois, j'ai constaté que beaucoup se plaignaient de la gestion du maire actuel. Mais aucune liste d'alternance à l'horizon pour les municipales de 2020. Et se produisit la catastrophe du 11 novembre. Le séisme qui nous est tombé dessus sans crier gare et qui aggrava la situation de désertification de la commune. Ma famille et mes proches qui connaissent parfaitement mon parcours politique m'ont murmuré à l'oreille « Si tu t'en sens capable, présente-toi aux élections municipales et fais revivre le Teil. Tu ne seras pas seul, le Rassemblement national sera avec toi. » J'ai longuement réfléchi, pesé le pour, le contre. Je pense qu'être nommé maire est l'un des mandats les plus difficiles, beaucoup critiqué et peu félicité. C'est être en première ligne du contact avec ses administrés, de trancher dans le vif quand il le faut, mais très peu félicité aussi. C'est aussi donner énormément de son temps, de son énergie, parfois sacrifier sa vie familiale. Grâce au soutien de ma famille, de mes proches et du Rassemblement national, j'ai décidé de me présenter aux élections municipales de 2020 sur le Teil. La liste que j'ai choisi d'appeler « Un regard nouveau sur le Teil » me correspond parfaitement. Cette liste d'alternance, je veux rassembler tous ceux qui veulent un vrai changement, un nouveau cap pour la ville. On ne va pas se mentir, tous les Théillois que je croise me félicitent, sont heureux d'avoir un projet alternatif face au maire actuel. Tous me disent « C'est bien, on va pouvoir changer le Teil, je voterai pour vous ». Mais quand vient le moment de s'investir, en tant que colistier, la réponse est souvent la même. Je n'ai pas le temps, je n'ose pas, je suis trop connu ici. J'en appelle au bon sens des Théillois. Si je n'ai pas les 29 personnes obligatoires sur ma liste, je ne pourrai pas la déposer en préfecture. Et M. Peverelli continuera sa folle gestion de la commune pendant encore ces 6 prochaines années. Parlez-en à vos familles, à vos proches, à vos amis, afin que nous puissions tous ensemble construire un nouvel avenir pour la commune. Rejoignez la liste Un regard nouveau sur le Teil. J'ai déposé des tracts dans la salle afin que vous puissiez me contacter facilement. Je tiendrai une réunion publique début mars en présence de toute l'équipe et j'en profiterai pour vous parler des grandes lignes de mon projet municipal. Merci à vous de m'avoir écouté, je compte sur vous. Alors sans plus attendre, on ne va pas attendre plus longtemps, Jordan. Je vous demande d'accueillir le vice-président du Rassemblement national, député européen, Jordan Bardella. Bien mes amis, merci de votre accueil. Bonjour à tous, bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer. Je poursuis ma tournée, mon tour de France évidemment à votre rencontre. Je suis évidemment très heureux d'être aujourd'hui, cet après-midi avec vous dans ce beau département de l'Ardèche pour lequel vous vous êtes engagés pour défendre évidemment au-delà de votre pays, pour défendre ce beau département qu'est l'Ardèche. Merci évidemment à Céline, votre déléguée départementale, conseillère municipale de Viviers, conseillère régionale et je l'espère évidemment future maire. Vous pouvez également l'applaudir. Merci à Sophie Lorenzo, qui est également, je l'espère, votre future maire également locale. Merci pour ton engagement, merci pour la sincérité de ton discours et merci évidemment pour ce mot également que tu as eu sur le séisme et sur les victimes de ce séisme dans ce département de l'Ardèche. Mes chers amis, j'étais ce matin dans le Vaucluse. J'étais à la rencontre évidemment de nos candidats qui sont mobilisés partout en France pour démultiplier le nombre de maires issus du Rassemblement national que nous avons. L'année 2019 a été une année plutôt belle, plutôt porteuse pour notre mouvement, puisque nous avons gagné les élections européennes, puisque nous sommes redevenus, si je puis me permettre, le premier parti de France, et nous nous sommes affirmés comme les opposants numéro 1 à la politique d'Emmanuel Macron. Vous vous souvenez, au second tour de l'élection présidentielle, après le second tour de l'élection présidentielle, beaucoup à Paris, dans les élites parisiennes, nous ont expliqué que nous étions morts.
Ils nous ont expliqué que nous étions dans un cercueil, il y avait tous les clous à mettre, et que Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, serait l'opposant numéro 1 à la Macronie. Il se trouve qu'il a fait à peu près 6% lors des dernières élections européennes, et que nous nous sommes, nous en tout cas, hissés au sommet, et que nous n'avons jamais été aussi haut, que ce soit dans les intentions de vote pour l'élection présidentielle, mais que nos idées n'ont jamais été autant partagées par de nombreux Français partout en France. L'année 2019 a été belle, mais la campagne continue, et nous sommes d'ores et déjà en campagne pour ces élections municipales qui seront suivies derrière d'élections départementales, régionales. Je l'ai dit tout à l'heure, ces trois prochaines élections sont un petit peu les trois derniers arrêts au stand avant l'arrivée de la course en 2022, élection présidentielle pour laquelle Marine s'est déclarée candidate, mais je dirais qu'elle n'a fait que confirmer sa volonté de porter notre mouvement lors de la prochaine élection présidentielle. Elle a eu raison de le faire, puisque un sondage qui est paru dans la presse au mois de novembre la place à 45% au second tour de l'élection présidentielle, ce qui veut dire que nous avons encore 5 points. Nous avons 5 points à aller chercher dans les 28 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle. Et pour aller chercher ces 5 points, il faut évidemment que chacun autour de vous allez convaincre vos amis, vos proches, votre entourage, votre famille, vos collègues, vos voisins qui ne votent pas encore pour le Rassemblement national, et leur dire que partout où les Français ont fait le choix d'un maire RN depuis 2014, ça fonctionne. La gestion RN, ça marche. Que ce soit à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais chez notre ami Steve Briouat, que ce soit à Fréjus chez David Racheline, que ce soit au Pontet avec Joris Ebrard, que ce soit à Beaucaire dans la 4e ville du Gard et partout ailleurs, mais aussi à Béziers d'ailleurs, vous l'avez vu, puisqu'un sondage passe Robert Ménard réélu largement au premier tour avec 61% des voix. Partout où les Français nous ont essayé, ils nous ont adoptés. Et partout où les Français nous ont choisis, nous avons baissé les impôts, nous avons baissé les impôts locaux à plusieurs reprises, nous avons fait baisser massivement la délinquance, la criminalité. Le 31 décembre, à Beaucaire, à Fréjus, à Hénin-Beaumont, il n'y a pas eu une seule voiture brûlée le soir du réveillon. On ne peut pas en dire autant dans les villes qui sont dirigées par les amis d'Emmanuel Macron, par les LR, par les socialistes. Or, la tolérance zéro, ça marche, la tolérance zéro, ça fonctionne. À Beaucaire, chez notre ami Julien Sanchez, nous avons fait baisser les atteintes aux personnes de 44%, près de moitié. Nous avons fait diminuer de près de moitié les cambriolages. Et partout, effectivement, où nous dirigeons, les électeurs se portent mieux. Et je suis très optimiste pour l'avenir. J'étais il y a quelques jours au Parlement européen où nous avons eu à voter un texte historique pour l'Europe, un texte historique pour notre génération, qui est celui de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et cette claque pour l'Union européenne est aussi un message politique pour nous, parce que, souvenez-vous, on nous disait à l'époque jamais le Royaume-Uni, le peuple britannique ne votera pour sortir de l'Union européenne. Tout le monde nous a dit jamais, ça n'arrivera jamais, ils l'ont fait. Ensuite, on nous a dit mais jamais Boris Johnson n'arrivera à négocier ce Brexit, à le mener à son terme, il l'a fait. Les mêmes qui nous disaient ça nous disaient quelques mois plus tôt que Donald Trump ne serait jamais élu président des États-Unis, il l'a fait. Les mêmes nous expliquaient un petit peu plus tard que Matteo Salvini n'arriverait jamais au pouvoir en Italie et que jamais il n'accéderait aux responsabilités, il l'a fait. Et ces mêmes personnes nous expliquent aujourd'hui que nous avons un plafond de verre et que nous n'arriverons jamais au pouvoir. Alors si nous avons le même destin que les cas que je vous ai cités, alors je pense que nous avons de très beaux jours devant nous. Le combat doit continuer cette année parce que, en tout cas du côté d'Emmanuel Macron, il n'y a pas de temps mort dans la déconstruction méthodique de notre pays. Sur tous les plans, d'abord, sur tous les plans, son bilan, il est accablant sur tous les points. Le premier de ces points, c'est évidemment l'aspect social, l'aspect économique. Ça fait des mois que les Français descendent dans les rues parce qu'ils n'arrivent plus à se faire entendre, simplement pour réclamer un petit peu plus de dignité. Ça a été le cas pendant des mois avec ce mouvement des Gilets jaunes que nous avons soutenu. Vrais Gilets jaunes, ceux qui étaient là depuis le départ, ceux qui étaient sur les ronds-points, pas ceux qui sont jaunes à l'extérieur mais rouges à l'intérieur et qui sont venus dans les grandes villes
récupérer ce mouvement, casser le mobilier urbain, casser les différents commerces, les vrais gilets jaunes des ronds-points, qui étaient là pour exprimer au tout départ un ras-le-bol à l'égard de la politique fiscale. La France est la championne d'Europe de l'imposition. Beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui ont le sentiment tous d'être des fonctionnaires, de travailler pour l'État, de ne plus récolter les fruits de leur travail et de n'être bon qu'à payer des impôts, qu'à payer des factures, qu'à payer des nouvelles taxes tous les 4 matins. Ce 1er février ont augmenté notamment les tarifs de l'électricité. Encore une fois, Emmanuel Macron a procédé à cette hausse. Ils ont procédé à la hausse des tarifs des péages au 1er février. Encore une fois, à la hausse des tarifs des mutuelles. Bref, tout augmente, sauf les salaires. S'il y a quelque chose qui... la seule chose qui baisse, en tout cas, c'est la cote de popularité d'Emmanuel Macron. Il va bientôt finir par trouver du pétrole. Il est quasiment, à force de creuser sous terre, au niveau de François Hollande à la fin de son mandat. Bon. La réalité, c'est que 69% des Français considèrent aujourd'hui qu'il ne sera pas réélu. Et au-delà de ça, au-delà de ne servir que les mêmes, parce qu'au-delà de ce mouvement des Gilets jaunes, il y a évidemment cette réforme des retraites, qui est absolument abominable sur le plan social. Il n'y a qu'un seul but, c'est évidemment faire baisser massivement le niveau général des retraites. Ils arrivent quand même, il n'y aurait plus que le gouvernement pour défendre la réforme, que ce soit des gens de droite, de gauche, des gens pas politiques, les fonctionnaires, les enseignants, les artisans, les avocats. Il n'y a plus une seule profession qui n'est pas dans la rue. Emmanuel Macron, il a réussi à faire l'unanimité contre lui. Il n'y a plus une seule profession qui ne descend pas dans les rues. Les avocats sont dans les rues, les kinésithérapeutes sont dans les rues, les comptables sont dans les rues, les pompiers sont dans les rues. Et je vais vous dire, ce gouvernement, il a même perdu toute forme d'humanité. Vous l'avez vu, moi j'ai dit il y a quelques jours, ça fait polémique, j'ai dit Emmanuel Macron n'est pas de France. On m'a dit mais s'il n'est pas de France, il est où? J'ai dit bah écoutez, il est une espèce de salle de marché où on joue au casino avec l'argent des Français, où on fait plaisir à tous les copains, les gestionnaires d'actifs, les fonds privés, les grandes boîtes, mais où c'est toujours les mêmes qui triment, et c'est toujours aux mêmes, aux classes populaires, aux classes moyennes, aux mères et aux pères de famille à qui effectivement on vient demander des efforts, parce qu'on sait que vous ne vous plaignez jamais, voilà, et que vous êtes toujours là à payer, vous êtes toujours bon à payer, et également à vous taire, parce que pendant ce mouvement des Gilets jaunes, on a réclamé la proportionnelle. On réclame depuis des années, Emmanuel Macron a dit oui, puis finalement on apprend qu'il va mettre cette mesure sous le tapis. Il y a la circulaire Castaner qu'ils ont essayé de faire passer en douce pendant l'été. Alors ça c'est complètement surréaliste et surnaturel, sinon on avait été au pouvoir et qu'on avait pris ce type de mesure, je pense qu'on aurait eu des chars à l'entrée du pays. Ils ont donc voulu évincer du résultat des élections municipales au 15 mars 96% des communes. C'est en fait toutes les communes de moins de 10 000 habitants, on ne prend pas en compte. C'est qu'en fait, le résultat des municipales ne se serait appuyé que sur les 4% de communes les plus peuplées de France, donc en fait, que les grandes villes, où ils sont entre eux, où En Marche fait très très bon score. En fait, c'est un peu comme si nous, on enlevait Paris, on fait pas de bon score, on l'enlève, on ne prend pas en compte, et si on prenait que lors d'élections locales en compte le résultat des Nains-Beaumont, Fréjus et de Beaucaire. Écoutez, là, on ferait quand même de plutôt bons scores. Certains journalistes ont fait le calcul, ça aurait donné lors des élections européennes, si on appliquait cette règle, En Marche à 25 et nous à 19. Voilà, nous deuxième à 19. Et donc évidemment que ça est une aberration, c'est une dérive extrêmement inquiétante d'un gouvernement qui nous accusait, nous, de vouloir, vous vous rappelez le Front National, raciste, xénophobe, on va diviser les Français, on va s'en prendre aux libertés, à la démocratie, etc. Macron nous disait pendant le second tour, la présidentielle, c'est moi ou le chaos. Finalement, on a eu lui et le chaos. On a eu les deux pour le prix d'un. Heureusement, cette circulaire Castaner, on s'est mobilisé, on a déposé des référés devant le Conseil d'État, on a réussi à la faire annuler. C'est notamment grâce à la mobilisation de beaucoup d'entre vous sur les réseaux sociaux qu'on arrive parfois à faire mettre des sujets sur la table, à faire reculer le gouvernement. Profitons-en parce que bientôt on ne pourra plus rien dire. Vous savez, maintenant ils ferment les pages Facebook, ils suppriment les comptes. Et avec la loi Avia qui a été discutée à l'Assemblée nationale, c'est même plus les juges qui décideront de ce qui est bon ou pas pour la liberté d'expression, c'est directement les grandes boîtes. Et c'est Facebook qui décidera si oui ou non. Alors on dit les contenus haineux, on ne sait pas ce que sont les contenus haineux, c'est assez large. Mais en réalité, ils ont cette logique, c'est vous devez payer et vous devez vous taire. Eh bien nous, on dit qu'il faut remettre aujourd'hui l'argent à sa place. Il faut qu'on aille faire des économies de bon sens. Parce qu'il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui ne comprennent pas qu'on gaspille de l'argent, qu'on gaspille de l'argent dans la fraude fiscale, qu'on gaspille de l'argent dans la fraude sociale, qu'on continue de nous expliquer qu'il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, mais il y a de l'argent pour l'immigration.
Il n'y a pas d'argent pour les bureaux de poste dans la ruralité, il n'y a pas d'argent pour augmenter certains salaires, certains bas salaires, mais il y a de l'argent pour l'immigration. Il n'y a pas d'argent pour les Français qui n'arrivent plus à se soigner, puisqu'il y a à peu près 30% des Français qui renoncent à se soigner parce que le prix des soins est trop cher. Mais en même temps, on continue d'offrir les soins gratuits aux gens qui viennent de l'étranger. Tout ça apparaît normal pour les gens qui nous dirigent. Mais nous, on dit que ce n'est pas du racisme que de dire que, eh bien, en France, les Français doivent avoir la priorité chez eux, parce qu'ils cotisent, les impôts directement avec l'impôt sur le revenu ou indirectement avec la TVA, et qu'il est normal que vous sachiez où va l'argent. Parce que la question que beaucoup se posent, et c'était ça derrière ce mouvement des Gilets jaunes, c'était mais où passe l'argent? On nous demande toujours plus d'argent, on nous demande toujours plus d'impôts. Alors, je pense que les Français accepteraient de payer beaucoup d'impôts si le service public était irréprochable, s'il y avait des salles de classe partout, s'il y avait une sécurité qui était assurée sur l'intégralité du territoire, s'il n'y avait pas des zones de non-droit où aujourd'hui nos compatriotes sont obligés de partir parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité, s'il ne fallait pas faire dans nos campagnes parfois 15 ou 20 km de plus pour trouver une maternité. Donc on veut remettre, nous, un petit peu de bon sens dans la politique, et c'est vrai qu'on a un peu l'impression que ce gouvernement a perdu toute forme d'humanité. Vous l'avez avec la polémique sur le congé parental après un décès, où certains députés ont proposé de rallonger ce congé lorsque un parent perd un enfant, et on peut comprendre la douleur indicible de 5 à 12 jours. La majorité a dit non. Bon. Ensuite, juste après, parce qu'ils enchaînent tellement vite, Emmanuel Macron, il pose avec un t-shirt sur lequel vous avez un petit bonhomme qui est éborgné. Voilà. Et il arrive à se mettre à dos à la fois les policiers et les gilets jaunes. Il faut quand même le faire. Et puis ensuite, moi je dis, il passe son temps à opposer les Français les uns aux autres. Il passe son temps à rouvrir des plaies de l'histoire de France. Vous avez entendu ce qu'il a dit récemment lorsqu'il a voulu mettre sur le même plan la guerre d'Algérie et la Shoah. Et il l'avait déjà fait il y a quelques semaines, il y a quelques mois, en expliquant que la colonisation était un crime contre l'humanité. Mais il faut vraiment être fou pour penser que, pour aller chercher des voix, aller racoler des voix dans les banlieues, parce que c'est le seul objectif de ce genre de phrase. C'est évidemment d'aller racoler un électorat dans les banlieues, c'est évidemment d'aller faire du racolage communautaire, et cette politique, elle est vraiment insupportable. Et puis, leur bilan il est accablant sur le point de vue évidemment de la sécurité et de l'immigration. Sur le point de vue de l'immigration, d'abord, vous l'avez vu, enfin, vous n'avez pas vu Christophe Catin parce qu'il a disparu. J'ai lancé, vous avez vu en début janvier, un avis de recherche en disant pays de 67 millions d'habitants cherche ministre de l'Intérieur, parce qu'il a disparu. Le 31 décembre, ils nous ont rien dit sur les chiffres des voitures brûlées. C'était le niveau record absolu, on n'a jamais vu ça. Des dizaines et des dizaines de voitures brûlées. Et là encore, grâce aux réseaux sociaux, on a pu voir des images de policiers pris à partie dans un certain nombre de quartiers. Ensuite, on a les chiffres de l'immigration qui sont sortis. Ils sont en explosion. Il y a 4 fois plus de demandes d'asile qui sont déposées cette année qu'il ne l'était il y a 10 ans, il y a 15 ans. Or, vous savez qu'aujourd'hui, vous venez dans notre pays, que vous ayez l'asile ou pas, de toute manière, vous restez, parce que vous avez les soins qui vous sont offerts, vous avez un système d'accession au logement, vous avez dans votre région, la région Aura, qui est dirigée par M. Wauquiez, un système de gratuité dans les transports pour les clandestins. Là encore, c'est open bar. Pour eux, la France, c'est un hall de gare dans lequel tout le monde peut rentrer, peu importe la langue, peu importe les mœurs, peu importe la coutume. C'est un peu comme McDo, c'est venez comme vous êtes, il n'y a pas de problème, vous serez pris en charge. Et cela est évidemment insupportable. C'est vrai aussi sur le point de vue de la sécurité. Vous avez vu que les chiffres de la sécurité sont sortis, là encore, tout augmente. Les atteintes aux personnes, les violences, les cambriolages, les agressions sexuelles, absolument tout est en augmentation et on continue à avoir une politique en matière pénale qui est très angélique, qui est très laxiste et qui vise finalement à toujours trouver une excuse derrière les agresseurs, à toujours trouver des excuses aux violeurs, à toujours trouver des excuses à des gens qui minent l'unité nationale et qui s'en prennent impunément à des Français dans les rues. Et derrière ces chiffres, il y a des réalités extrêmement concrètes. Il y a tous les jours dans la presse locale, vous la lisez tous les jours, des faits divers sordides. Il y a, j'ai regardé, pour préparer l'émission d'hier, j'ai regardé quelques jours de presse locale. Vous avez des trucs délirants. Il y a une retraitée de 70 ans qui a été en pleine nuit dans l'Oise, il y a quelques jours, dans un territoire qu'on dirait plutôt tranquille a priori, qui a été en pleine nuit violée par son cambrioleur, qui était un réfugié libyen en situation irrégulière. Mais que faisait-il ici ?
vous avez un jeune de 19 ans qui s'appelle Matteo, qui a été poignardé à mort dans les rues d'Amiens, sans trop savoir pourquoi. Parce qu'il appartient à une génération qui, comme la mienne, peut mourir pour un regard de travers et qui simplement peut se faire agresser impunément parce qu'elle était là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et cela, effectivement, également n'a que trop duré. Vous avez vu ces pompiers qui manifestent aussi dans les rues parce qu'ils disent nous n'arrivons plus à faire notre travail correctement et que partout où nous allons, dans tous les quartiers où nous rentrons, nous sommes systématiquement agressés, pris à partie. Et lorsque la police arrête ces délinquants, ils sont relâchés, non pas le lendemain, non pas le surlendemain, mais 2 heures après. Et puis il y a aussi, parce que derrière ce corollaire qui est l'insécurité, il y a aussi l'impunité à l'égard du fondamentalisme islamiste. Vous avez vu, cette semaine s'est tenue la commission parlementaire sur l'affaire Mickaël Harpon, qui est le terroriste de la préfecture de police de Paris. Et le bilan, la conclusion de cette commission d'enquête, elle est accablante. Accablante pour Christophe Castaner. Parce que comment se faisait-il qu'un individu qui s'était réjoui des attentats de Charlie Hebdo, en expliquant que c'était bien fait, qui refusait de serrer la main à des femmes, à des collègues féminins, qui fréquentaient des mosquées radicales, comment se faisait-il que cet individu continuait d'être habilité secret défense? Et on vit dans un pays où un islamiste connu, détecté, signalé, est chargé de surveiller d'autres islamistes dans les rues. C'est ça aujourd'hui notre pays. C'est cette impunité aujourd'hui dans les services. Et sans parler, évidemment, moi je le vois en région parisienne, de ces conducteurs RATP qui refusent de conduire après des femmes, qui organisent des lieux de prière clandestins dans les locaux de la RATP. Et cela, contre cela, rien n'est fait. Les mosquées radicales sont-elles fermées? Non. Les gens qui prêchent la haine dans notre pays et qui sont de nationalité étrangère sont-ils expulsés? Non. Je suis allé il y a quelques jours en prison, non pas pour y être incarcéré, mais parce que vous savez qu'en tant que parlementaire, nous sommes habilités à visiter tous les lieux de rétention, les commissariats, les centres de rétention administrative, les prisons. Et je peux vous dire que ce que j'en ai vu est très inquiétant. Parce qu'il y a aujourd'hui des détenus radicalisés par centaines, par centaines. Il y a un ouvrage qui vient de sortir par un universitaire qui s'appelle Hugo Micheron, qui a fait un bouquin dans lequel il explique que les prisons, c'est devenu l'ENA du djihad. Et Marine, il y a quelques années, il y a déjà 10 ans, disait les prisons sont devenues l'université des islamistes. Et ce que j'y ai vu est très inquiétant. J'ai vu des détenus radicalisés au contact d'autres détenus de droit commun. Et donc évidemment, ils font du prosélytisme. Évidemment, ils communiquent entre eux. Évidemment, ils arrivent à enrôler des détenus plus ou moins fébriles, qui arrivent en prison pour des faits de droit commun et qui ressortent et qui sont de véritables bombes humaines. Il y a des quartiers qui existent, qu'on appelle des quartiers d'évaluation de la radicalisation. On avait pu en voir d'ailleurs lorsque nous étions allés à Valence il y a quelques semaines dans la Drôme, où on évalue pendant quelques semaines la dangerosité de ces individus. Alors souvenez-vous, à l'époque, ça avait échoué, c'était l'épreuve de déradicalisation qui avait été mise en place par Manuel Valls, dans lequel on expliquait qu'on les prenait en charge pendant quelques jours, on leur faisait écouter de la musique et caresser des hamsters. Et c'est pas des conneries, c'est vrai. Et on a expliqué que ça permettait effectivement de désengager la violence et de les faire sortir d'une certaine croyance radicale. Tout cela a évidemment échoué. Et moi je considère que lorsqu'on rentre en prison pour des faits de terrorisme, pour un lien avec l'islamisme radical, alors on ne doit pas pouvoir sortir. Et nous sommes beaucoup plus faibles à l'égard de cette idéologie que le sont les pays musulmans. En Tunisie, lorsqu'il y a eu les attentats de Sousse, ils ont fermé les mosquées radicales, ils ont expulsé les imams radicaux étrangers qui prêchaient la haine dans certaines mosquées. Certains pays arabes, comme les Émirats arabes unis, ont classé sur la liste des organisations terroristes les frères musulmans. Et chez nous, ils ont les gymnases ouverts, ils ont les salles des municipalités ouvertes, ils ont les plateaux de télévision ouverts. À Marseille, il y a quelques jours, cette histoire est délirante. On a appris qu'un cadre de l'État islamique, un djihadiste qui était connu par les services français comme auteur d'exactions, de barbarie, d'atrocités les plus immondes, était revenu en France, qu'il avait eu un visa Erasmus, que sont le visa qu'on donne aux étudiants, qu'il était tranquillement installé à Marseille et qu'il suivait des cours de civilisation musulmane au CNRS et qu'il était donc inscrit impunément à la faculté de Marseille. Et là, il n'y a aucun problème. Ces gens-là rentrent chez nous comme dans un moulin, comme, encore une fois, dans un hall de gare. Alors, on pourrait s'attendre à ce que la ministre de la Justice monte au créneau. Elle s'est exprimée à 3 reprises depuis le début de l'année. Première fois, première semaine de janvier, pour nous expliquer qu'il y avait une 50aine de détenus terroristes qui allaient sortir, qui allaient être relâchés dans nos rues.
Alors aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle la rétention de sûreté, c'est-à-dire quand votre peine est finie, les juges regardent et s'il y a le moindre doute sur la dangerosité de la peine, vous prenez 25 années de prison supplémentaire. Chez nous, si vous êtes djihadiste, que vous êtes condamné pour terrorisme, eh ben vous ressortez évidemment dans les rues. Et les premières déclarations des deux individus qui sont sortis début janvier, qui sont aujourd'hui, qui se baladent dans les rues, l'un a été de dire, lorsque je vais ressortir, je ne vais pas balafrer la France. Mais il est ressorti sans problème. Alors que ça fait des mois et des mois qu'on sait qu'il allait ressortir de prison. Et le deuxième, il aurait dû sortir de prison il y a 6 mois, mais ça a été décalé de 6 mois parce qu'il avait agressé un surveillant pénitentiaire. Et on remet aujourd'hui en liberté ce genre de personnes. Madame Belloubet s'est exprimée une deuxième fois pour nous expliquer que les djihadistes qui étaient partis combattre à l'étranger allaient revenir, qu'on allait donc les récupérer en France, et que si là-bas ils risquaient la peine de mort, la France interviendrait pour aller les secourir, quand nous avons été les seuls à dire que ces gens qui sont partis combattre, qui sont partis commettre des exactions, qui sont partis faire le djihad, qui sont partis en brûlant leur carte d'identité, qui sont partis en crachant sur la France, eh bien s'ils risquent la peine de mort, ce n'est pas notre problème. Et puis Madame Belloubet s'est exprimée une troisième fois sur l'affaire Mila, dont nous avons été les seuls dans la classe politique à prendre la défense. Même chez LR, souvenez-vous de LR, le parti LR, qui a dit « oui, mais ». On la soutient, mais. Il y a quand même un mais. J'ai entendu la ministre de la Justice. Alors, je rappelle ce qu'est l'affaire Mila, une jeune de 16 ans, qui sur les réseaux sociaux a émis un certain nombre de critiques sur l'islam. Elle s'est exprimée dans une vidéo. La critique de la religion est libre dans notre pays. Mais la ministre Belloubet a dit « critiquer l'islam, c'est une atteinte à la liberté de conscience ». Et en réalité, ce qu'elle dit est très dangereux. Parce que ce qu'elle souhaite judiciariser, ce qu'elle souhaite condamner par là, en ne soutenant pas cette jeune fille, c'est l'exact motif pour lequel la rédaction de Charlie Hebdo a été décimée il y a maintenant près de 5 ans. Et nous n'avons jamais été aussi faibles face à cette idéologie qui nous a déclaré la guerre. Et en réalité, c'est un jeu extrêmement dangereux auquel se livre la ministre de la Justice. Parce que nous sommes, vous le savez mieux que quiconque, livrés à des gens qui souhaitent désormais imposer à toute la société française des interdictions qui se posent à eux-mêmes. Et en cédant sur le délit de blasphème, nous cédons comme nous avons cédé hier sur le voile, sur le burkini, sur la nourriture confessionnelle dans les cantines, sur les horaires séparés dans les piscines. Peu à peu, l'islam politique gagne du terrain et, je dirais, avec la complicité des gens manifestement qui nous dirigent. Alors, mes amis, je ne suis pas venu ici, je ne vais pas être très très long puisque je crois que une collation nous attend. La situation du pays est délicate. Je ne suis pas venu évidemment pour accabler la situation du pays ou pour vous démoraliser, c'est tout le contraire, je suis venu pour vous transmettre un énorme message d'espoir et d'optimisme. Vous dire que, d'abord vous dire merci. Merci d'avoir été là pendant ces élections européennes. Vous dire qu'un parti politique sans ses militants n'est pas un parti politique. Et que pour nous, la politique, elle ne se fait pas très loin des gens, elle se fait au contraire sur le terrain. Et que lorsque nous gagnons une élection comme nous l'avons fait lors des élections européennes avec 200 000 voix d'avance sur un pays de 67 millions d'habitants, ce sont 200 000 voix que nous sommes allés chercher sur le terrain, que nous sommes allés chercher sur les marchés, que nous sommes allés chercher en frappant à la porte des Français, que nous sommes allés chercher en allant convaincre les gens dans les réunions publiques, dans toutes les réunions que nous avons organisées partout en France pour dire à nos compatriotes qu'il est essentiel que vous vous mobilisiez et que vous alliez voter le 26 mai dernier. J'ai fait ma part du travail l'an dernier, maintenant c'est à vous d'aller porter cette bonne parole dans vos villes. C'est à vous de participer à ces listes municipales que nous constituons. Parce qu'à Viviers et Auteuil, si les listes ne sont pas complètes, il n'y aura pas de bulletin de votre Rassemblement national sur la table les 15 et 22 mars prochains. Je voudrais vous dire merci également car je sais que qu'en faisant de la politique, du moins en étant là aujourd'hui, c'est du temps que ce samedi après-midi, en tout cas, vous ne dépensez pas en étant ailleurs. Plutôt que d'être ici, vous auriez pu être en famille, vous auriez pu être avec vos enfants, avec vos parents, avec vos amis. Vous auriez pu être dehors à l'extérieur pour profiter de cette belle journée. Mais vous avez fait le choix de consacrer un tout petit peu de votre temps
à une cause qui nous rassemble, qui nous dépasse tous finalement et qui dépasse notre propre condition qui s'appelle la politique. Et vous avez fait le choix de dépenser un peu de votre temps à un héritage qui s'appelle la France, qu'on nous a transmis, qui nous a été transmis par nos parents et qui nous appartient de transmettre plus riche, plus beau à nos enfants, à nos petits-enfants et aux générations qui vont venir après nous. Et je vous remercie parce que vous savez au fond de vous-même finalement, comme je le sais, que le temps que vous ne dépensez pas auprès de vos proches, vous le dépensez quand même pour eux en étant ici et en participant à cette belle aventure qu'est le Rassemblement national, qui est, j'en ai la conviction, le parti qui succédera à Emmanuel Macron. Parce que les générations de militants qui nous ont précédés ont connu un parti qui a souvent été marginalisé, qu'on a souvent accusé d'être un parti d'opposition, un parti de contestation, un parti de témoignage qui certes a été courageux avant tous les autres sur de nombreux sujets, à commencer par la question de l'immigration, la question sociale, la question de l'Union européenne. Mais aujourd'hui, nous sommes une grande force d'espérance et surtout une force de gouvernement. Partout, les gens nous ont fait confiance, nous avons fait nos preuves. Et j'aimerais vous dire que je suis convaincu que nous allons finir par gagner, que nous n'avons jamais été si près du but, et qu'il y a des millions de gens, parce que nous sommes aujourd'hui quelques dizaines, nous sommes dans ce département plusieurs centaines, mais nous sommes en réalité en France plusieurs millions à penser la même chose, à espérer dans la même personne, à espérer dans le même projet présidentiel et surtout à espérer que notre pays aille mieux après avoir été très longuement mis à mal pendant des années par Emmanuel Macron. Alors mes amis, je compte sur vous. Le Rassemblement national compte sur vous. Les millions de gens qui ont laissé un bulletin de vote Rassemblement national au mois de mai dernier comptent sur nous. Et pour tous ces gens qui doutent, pour tous ces gens qui voient dans leur ville les commerces fermés, pour tous ces agriculteurs qui mettent aussi fin à leur jour parce qu'ils sont laissés sur le carreau par l'Union européenne et par nos responsables politiques, pour tous ces policiers, ces pompiers, ces gilets jaunes, ces gens qui, malgré le fait qu'ils s'affrontent de la responsabilité d'Emmanuel Macron, sont descendus dans les rues pour porter une cause commune. Depuis maintenant et des mois, il est urgent que nous arrivions au pouvoir. Alors mes amis, merci d'être là. Nous comptons sur vous pour ces élections municipales et je peux vous dire qu'il va falloir tout donner dans les 28 mois qui nous séparent de l'élection présidentielle parce que nous avons 5 points à aller chercher et ces 5 points à aller chercher, il y en a aussi parmi ces 5 points à aller chercher ici dans la Drôme. Merci et bonne campagne. Je sais que la Drôme est ici. Bah oui, on est là. Mais je voudrais énormément de départements. Je ne comprends pas. Merci et vive l'Ardèche.